Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode un peu particulier, parce que on a une table de mixage, mon frère. Ouais, et on a des beaux casques et on n'a pas de pied de micro. Bon, on a toujours nos micro-cravates, mais on a vraiment step up là. J'ai trop de fils, ils m'emmerdent. Heureusement qu'on a une table quand même très grande. C'est vrai qu'on a une grande table. On a pas mal de nouveautés, on est quand même en train de step up petit à petit au niveau du matos et ça fait du bien, ça prouve que le podcast évolue, tu sais c'est un peu comme en muscu, au final on a une progression aussi du côté du podcast, ça on l'a toujours dit, je m'entends dans mes propres oreilles quand je parle. C'est extrêmement bizarre, on n'est pas encore aussi habitué avec Rémi, donc il nous faudra peut-être un temps d'adaptation, mais le point positif, c'est qu'on peut faire pas mal de nouvelles choses. Déjà, le son sera normalement de meilleure qualité et également, on peut faire des petites choses comme ça. Baltringue. Donc, on n'a pas encore trop pu tester le matos parce que hier on était où, Rémi ? Non, mais là, ça a été un début de semaine quand même assez intense. La table de mixage a été set-up il y a à peu près une demi-heure et on s'est lancé tout de suite. On s'est dit, allez, on lance la cam et on y va. Donc c'est vrai que ça, c'est du live, la limite. Ouais, c'est vrai. Et justement, cette table de mixage va nous permettre par la suite de pouvoir faire du live. Parce que c'est le but et on avait besoin justement d'un outil comme ça pour passer en live. Pourquoi du coup le live met autant de temps à arriver ? C'est en partie à cause de ça, parce que le fait de s'équiper, ça coûte extrêmement cher. Ouais, et puis il y a le coût du produit, mais il y a aussi après l'utilisation. Il faut l'avoir bien en main avant de se lancer sur un live et que ça soit complètement catastrophique. Là, tu as juste paramétré ça. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec une table de mixage. Là, on a exploité quoi ? 2% de la table. Ouais, en fait, c'est surtout aussi l'amélioration de la qualité audio, parce que c'est vrai que un podcast, ça s'écoute, et parfois il y avait des problèmes de synchronisation, il y avait de l'écho, etc. J'y passais énormément de temps en post-production. Là, je sais pas ce que ça va donner. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires si le son est meilleur, mais logiquement, sans trop avoir gratté dans la table, ça devrait quand même avoir nettement amélioré les choses. Et dernier petit point sur la table avant qu'on passe quand même sur ce qui s'est passé hier, on aimerait avec cette table de mixage, moi j'aimerais mettre des petits slogans ou des petits jingles et je fais appel à la communauté aujourd'hui pour, s'il y en a qui sont doués ou qui ont des idées dans ce domaine-là, de nous faire des propositions de jingles. Ça peut être vraiment cool. Alors on veut vraiment faire un truc, bien sûr la bonne franquette, même un petit peu rigolo. Donc je sais pas, j'ai des idées en tête. Je veux bien les proposer, mais voilà, c'est pour ça que je fais aussi appel à vous, si vous avez aussi des idées pour qu'on puisse faire fleurir tous ces petits bruits de la table de mixage. Si jamais l'un d'entre vous est doué en jingle, en musique, en gestion de logiciels de musique et qui veut se proposer pour faire l'intro du podcast et même peut-être des mimiques du podcast qui viendront s'ajouter, n'hésitez pas. Même si vous avez des choses que vous voulez ajouter, qu'on pourra ajouter à la table, des sons que vous voulez entendre durant le podcast, etc. Je sais pas, genre le trop longtemps que ça dure, qui revient assez souvent, n'hésitez pas à nous le dire et comme ça on pourra les ajouter. Exactement, ouais, c'est ça. Mettez en commentaire toutes les meilleures références que vous voulez qu'on mette dans la table de mixage. Et puis après, pour celui ou celle qui est en compétence sur tout ce qui est jingle, etc., proposez-nous vos savoir-faire. Maintenant, on va passer un peu plus au point le plus important du podcast. De quoi va parler ce podcast ? Parce qu'on a parlé de la table de mixage. Ouais. De quoi va parler ce podcast ? En soi, jusqu'ici, on a toujours fait des podcasts à thème. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui ont été traités quand même dans ce podcast. Parfois, on revient dessus de manière indirecte, etc. Mais je pense que on continuera de temps en temps à faire des podcasts sur des thèmes principaux. Mais de temps en temps aussi, on fera des podcasts un peu fourre-tout. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus cool, je pense, quand on parle de ce qu'on veut parler. C'est un peu ça, parce que parfois en fait on a des sujets qui sont vachement intéressants. C'est vrai que moi ça me l'a fait plusieurs fois, j'ai été frustré plusieurs fois. J'ai des trucs genre ultra intéressants à parler
et au final on n'en parle pas parce qu'on s'oblige à parler du podcast, enfin du sujet du podcast, etc. Et du coup on peut passer potentiellement à côté de certaines choses. Donc si parfois on a des petites choses intéressantes, on fera des podcasts fourre-tout comme ça. Quand on aura envie de faire des gros thèmes ou avec des invités, ce genre de choses, on fera du coup avec l'invité ou sur un thème précis. Mais voilà, comme ça on aura des podcasts un peu différents et ça permettra aussi d'apporter un peu de variété tout simplement. Mais c'est surtout qu'il y a des thèmes qui demandent justement de la réflexion, où on a besoin d'apporter plein d'infos, de faire même des mises en situation, et d'autres questions où en fait il n'y a pas besoin de passer 30 minutes pour répondre. Donc ça peut être aussi l'idée de ce genre de podcast où on balance de la value et puis on aborde plusieurs thèmes de manière très, très rapide. En vrai, les questions rapides... Genre, est-ce que Denis a une petite bite? Baltringue. Bon, tout ça pour dire que dans ce podcast, on va parler de plusieurs petits sujets. Je sais pas, Rémi, si tu avais des choses dont tu avais envie de parler. Bah forcément, on fait juste un tout petit point premier, après on attaque justement les questions sur la deuxième mission, Cybex. Ah oui, on a récupéré un deuxième enfant. Ouais, un deuxième bébé. Bon, lui, il est un peu plus amoché, mais c'est quand même un beau bébé. C'est vrai que dans une de mes vidéos YouTube, j'avais dit qu'on ferait la collection des Cybex. Les Cybex Bravo, qui sont du coup des poulies d'angle ajustables, qui sont vraiment plutôt intéressantes. On en avait une, et maintenant on en a récupéré une deuxième. Exactement. Et c'est vrai qu'elle était à côté de Lyon, dans un petit coin un peu perdu. Et on l'a sauvée. On peut dire qu'on l'a sauvée, on l'a récupérée. Elle a quand même pas mal souffert, hein. Il lui manque des petites pièces, il lui manque des petites choses. Elle est un peu rayée, elle est un peu amochée. Mais maintenant, on va prendre soin d'elle et on va lui donner de l'amour. Prendre soin d'elle, si c'est pour lui mettre un pin et 40 kilos sur chaque stack, Denis, je sais pas si on peut appeler ça de la bientraitance. Non, mais tu sais, c'est un peu comme avec les animaux. Tu sais... Parfois, je sais pas, t'es peut-être déjà tombé sur une vidéo comme ça dans ton feed Insta. Tu sais, genre t'as un chien, il court comme un ouf et tout, il donne tout, et tu regardes les commentaires, et les commentaires disent ouais, il est pas heureux de faire ça, machin, c'est de la maltraitance animale. Alors que le chien, tu vois, genre il a l'air trop content quand il court. Bah là, c'est la même chose, tu vois. Genre les gens ils vont dire ouais mais c'est de la maltraitance animale de mettre de la maltraitance de mettre un pin plus 2 plaques calibrées sur la gueule de la Cybex. Bah non, elle aime ça. Et du moment qu'elle est heureuse. Parce que oui, les Cybex ont une âme. Ouais, mais puis, essayez de demander à la Cybex. Hein. Si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'elle aime ça. Qui ne dit rien consent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bref, donc nous avons récupéré une deuxième Cybex. Ça nous a pris quand même la journée, hein, 4h30 aller, 5h retour. Mais elle n'est pas encore montée. Ça, c'est la deuxième partie. On va dire que la mission est partiellement réalisée, parce que la ramener, c'était peut-être le plus facile. Enfin, non, la démonter, ça c'était facile. La charger dans la voiture, ça c'était difficile. La ramener, ça, easy. Par contre, la monter au gym, quel enfer. Monter une Cybex, c'est la mort. C'est trop chiant. La dernière fois, on en a chié. En plus, j'étais malade et tout. J'adore ces machines, mais si un jour vous en avez une, ne la démontez pas. C'est-à-dire que pour la première Cybex, on l'a montée à 3, on a dû la déplacer. On était, je sais pas, à 5, 6 pour la déplacer. Et là, du coup, on est obligé de déguiser la montée de la machine avec un barbecue pour faire venir les gars qui nous ont aidés à la monter la première fois, parce qu'ils savent à quel point c'est chiant de la monter. Donc on leur a dit ouais, on va faire un petit barbecue et on va monter la Cybex, mais on fera un barbecue ensemble. Et donc voilà. C'est un putain de traquenard. Ouais, mais ça a pas bien marché pour le moment. On n'a pas réussi à avoir. On a créé un événement dans le groupe des mecs de la salle. On a appelé ça Baby Shower. C'est pour fêter la venue de notre enfant. Et on a dit, bah, génial, on fait un barbecue pour l'occasion. Mais ils ont senti le traquenard. Il va falloir revoir la stratégie, putain. Mais bon, en tout cas, elle va être montée dans les prochains jours et on va s'amuser avec. Et vous verrez des vidéos de nous sur les deux Cybex en train de nous amuser. Exactement. Bon, passons
à la première problématique, premier thème de ce podcast. Ouais, moi du coup je t'ai envoyé des messages, j'ai mon téléphone juste à côté. Alors ce qui est bien c'est qu'avec la table de mixage aussi on peut mettre des petites musiques, des petits trucs directement du téléphone, ça aussi ça peut être une bonne idée si on veut vous montrer des choses, ou vous faire écouter des choses. Si par exemple on veut réagir à des choses qui se sont passées ou des choses qui ont été dites. En fait voilà, c'est toujours l'équipement permet au podcast de l'innovation, d'ouvrir des possibilités. Donc c'est pareil, si vous voulez qu'on fasse des choses, si vous voulez qu'on réagisse à des choses, si vous voulez, ça peut être des choses qui peuvent se faire maintenant dans le podcast. Maintenant, du coup, moi j'aimerais parler d'un premier point qui est du coup la dernière fois, donc ça fait quelques podcasts que je vous dis que du coup j'étais assez carbonisé, j'étais pas mal fatigué et que du coup donc il y avait plusieurs causes et l'une d'elles c'était mon poids. J'avais dit du coup je faisais quand j'ai commencé je faisais 86 kilos et du coup sur la fin là où j'étais vraiment très fatigué je faisais une centaine de kilos, j'ai pas touché les 100 mais j'en étais très proche et j'allais les franchir. Et en fait mon poids est descendu et à partir du moment où mon poids est descendu il y a quand même eu une corrélation énorme entre l'amélioration de mes marqueurs au niveau de mon sommeil et du coup aussi ma forme de manière générale et ma fatigue de manière générale. Et en fait je me suis dit ça peut être intéressant d'en discuter parce que en fait c'est pas on met rarement en question tu sais son poids parce qu'en fait on se dit ok putain genre je suis bien, j'étais pas gras, tu vois, j'étais pas à 40% de body fat non plus. Non mais je veux dire il était gros de 2. Non, mais, gras de 2. Tu veux qu'on compare nos body fat Tony, c'est une blague, d'accord, ça suffit. Non mais tout ça pour dire que pour le commun des mortels du coup j'étais chez les abdos visibles, j'ai pas mal de veines de partout, genre j'ai les veines sur les pecs, sur les épaules, j'en ai encore sur le bas des abdos, j'en ai sur les quads, voilà, je suis pas gras. Varices au niveau des cuisses. Mais du coup j'étais lourd et je mangeais beaucoup et en fait pour faire le chemin du putain je suis lourd, c'est ça qui me fatigue, alors que tu vois j'ai pas un body fat qui est spécialement élevé et puis tu te dis mec putain attends j'ai quasiment 5000 calories quoi, enfin je veux dire j'ai des aliments qui sont relativement digestes, j'ai pas de problème de digestion, mon appétit est ok tu vois, je veux dire j'ai pour le chemin où du coup pour comprendre que potentiellement c'est ton poids qui te fatigue et le fait qu'il soit trop important qui te fatigue. En fait, il est extrêmement dur et pas intuitif. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a que quand, du coup, potentiellement, tu prends cette direction et que tu sens une amélioration, que tu sais que tu as pris la bonne décision. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que sur le papier, il n'y a quasiment rien qui peut te dire que, mec, c'est parce que t'es trop lourd, tu vois. Genre, t'es là en mode, mais mec, mais je suis lourd, je suis bien, je mange bien. Et en fait, je veux dire, la fatigue, mec, t'es en déficit depuis 6 mois, ça peut se comprendre que t'as de la fatigue, tu vois, genre, c'est juste t'analyses tes données, tu comprends ça. Mais parfois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations comme ça où, en fait, tu remets pas en question certaines choses. Et ça rejoint du coup un autre point que je t'ai envoyé à l'ami que je voulais discuter, c'était par rapport à l'alimentation et la complémentation. Dans le sens où, parfois, trop se complémenter peut être un problème. Et alors je le détaillerai un peu plus tout à l'heure, mais pour dire putain je prends trop de tels compléments et c'est ça qui me pose problème, c'est compliqué. On va prendre l'exemple des vitamines. Pas assez de vitamines, c'est mal. Trop de vitamines, c'est mal aussi, tu vois. Et en fait, quand tu as trop de vitamines, par exemple, je sais pas, genre tu as un multivitamine et alors souvent c'est pas, alors
pour comprendre avec les vitamines, c'est que tu as deux types de vitamines. Tu as les liposolubles et les hydrosolubles. Les hydrosolubles, si tu en as trop, ça va pas réellement poser de problème. Pourquoi ? Parce que en fait, tu vas les éliminer par voie urinaire. Donc tu vas avoir ta pisse qui va changer de couleur, ça va être cool, tu vas être là, oh génial, tu vas prendre des photos, tu vas envoyer à tes copains, à ta copine, à ta maman, et tu vas être content. Fait ça. Moi je le fais. T'as envoyé des messages à maman ? Oui, regarde, je fais pipi fluo. Quel couillon. Ça, par contre, je me rappelle du Berocca. C'était la vitamine en pharmacie, et on pissait vraiment jaune fluo. Donc ceux qui ont déjà pris du Berocca. Ah, c'est ça. C'est qu'il est, en fait, il est très fortement dosé en vitamines hydrosolubles. Et pourquoi ? Parce que souvent, dans les pharmacies, on propose des compléments vitaminés sous forme de cure. Donc, c'est des concentrés souvent, et ça donne sûrement cet aspect au niveau des urines, parce que c'est trop concentré, justement. Et donc, du coup, la moitié de ce que vous prenez n'est pas traité, assimilé par votre corps. Bah surtout quoi, c'est une gigadose quoi. Mais donc ça c'est pour les hydrosolubles. T'as pas trop de problèmes on va dire avec les hydrosolubles, mais par contre les liposolubles, le truc c'est que tu vas les stocker. Et du coup quelque chose que tu stockes, bah si tu le stockes, au bout d'un moment tu peux arriver dans un excès. Et là ça peut te causer quelques problèmes. Alors bien sûr tu vas pas en crever, mais tu peux quand même sentir des problématiques qui sont associées. Alors bien sûr ça dépend aussi de quel type de vitamine tu vas surdoser, mais il faut faire attention à ça. Et en fait le chemin pour te dire dans ta tête, parce que tu es là en mode mec, je fais du sport, je suis en surplus calorique, je dors bien, tu sais, tu regardes, tu analyses un peu tes données, tu te dis putain, et puis tu sais, au moment où tu arrives à critiquer ta supplémentation, tu te dis mais je peux pas manquer de vitamines, je me complémente en vitamines, donc ça peut pas venir de là, tu vois, ça peut pas venir de là. Et parfois en fait c'est ça, c'est réussir à trouver ce qui ne va pas, c'est très compliqué. Et c'est en soi, tu peux avoir toute l'expérience du monde, parfois il faut vraiment soit chercher, soit parfois ça peut être une discussion aussi avec quelqu'un, ou une discussion profonde que tu peux avoir avec toi-même. Les gens vont dire je suis chelou, mais moi j'aime bien parler tout seul, tu vois. Et voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et c'est là d'où vient la fameuse phrase, tu sais, ultra connue qu'on a déjà tous entendu quelque part, c'est le « je fais tout bien, je comprends pas, je progresse pas ». Et c'est ça parce que parfois il y a des choses qui sont plus faciles à identifier que d'autres, mais en fait toi-même pour faire la démarche, pour faire le chemin mental pour comprendre ce qui ne va pas, c'est extrêmement dur. Et il y a une chose est sûre, mec, c'est que si actuellement tu ne progresses pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne va pas. Ça mec, c'est 1000% sûr. Et il faut également bien comprendre quelque chose, c'est que même si tu n'as pas une bonne génétique, même si, je sais pas, tu as des soucis qui font que tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, ou que peut-être, oui, tu as un métabolisme de base qui est un peu plus bas parce que tu as des problèmes la thyroïde, machin et tout. Les principes de base restent les mêmes. C'est-à-dire que surplus calorique, déficit calorique, c'est exactement les mêmes principes pour tout le monde. Pareil pour la prise de muscle. Mec, si tu prends pas de muscle, c'est pas parce que tu as une mauvaise génétique. Il faut comprendre que c'est juste une histoire de vitesse, tu vois. Oui, certaines personnes vont pouvoir prendre peut-être du muscle un peu plus rapidement que d'autres. Oui, certaines personnes vont pouvoir prendre du muscle en faisant peut-être moins attention que d'autres. Mais une chose est sûre, mec, c'est que si tu fais tout comme il faut, tu prendras forcément du muscle. Et que si actuellement tu prends pas de muscle, bah c'est que tu fais pas les choses comme il faut. C'est ça le truc. Et toi, en fait, tu vas toujours essayer de trouver la faute ailleurs, te comparer ailleurs, ou genre juste repousser la vérité. Mais parfois, il faut réussir à faire ce chemin, tu sais, qui est difficile, parce que c'est ça le truc, c'est il faut que limite que tu te battes un peu contre toi-même, plutôt contre ton ego, pour comprendre que bah, y a quelque chose que tu ne fais pas. Et c'est extrêmement dur parce que c'est ce que je disais précédemment. Parfois, quelque chose que tu considères comme être bien, bénéfique pour ta progression, ça peut être ça qui justement
te bloque. Tu vois, genre, je sais pas, tu te sens pas bien, tu as des problèmes de digestion, etc., machin et tout. Et puis tu te dis, ben non, je me complémente pour ça, etc. Et en fait, ça se trouve, c'est ta complémentation qui te pose problème, tu vois. J'avais le cas d'une personne qui, du coup, au niveau de sa diète, digérait pas bien et mangeait, du coup, certains aliments qui étaient censés lui améliorer sa digestion. Censé. Et en fait, c'était justement ces aliments-là qui posaient le problème, tu vois, qu'elle digérait vraiment pas, etc. Et en fait, elle se disait, mais je mange ça pour mieux digérer, et je comprends pas, je digère pas bien. Et du coup, elle continuait à le faire en espérant mieux digérer, sauf que c'était ces aliments-là en question qui posaient problème, tu vois. Et en fait, parfois, c'est ça. Parfois, il y a des trucs que tu fais, parfois, il y a des trucs que tu mets en place, que tu penses être bien, et c'est ça qui nique un peu ta progression. Et en fait, c'est là où la muscu, c'est pas juste c'est pas juste une bataille contre toi et tes perfs à la salle, c'est quand même une bataille perpétuelle contre toi-même et un peu contre ton esprit, contre ton ego aussi, pour pouvoir comprendre tout ça. C'est-à-dire que derrière chaque problème, il y a une raison. Donc, dans la nature humaine, et on va dire pour tout go muscu qui est intéressé justement à comprendre son corps, il doit faire ce travail d'investigation et trouver la source du problème. La source ou les sources. Parce que c'est souvent multifactoriel et on le dit souvent. Si Denis accusait son poids, sans doute que c'était parce qu'il avait eu une prise de poids trop importante, mais peut-être que c'était corrélé aussi à d'autres choses. Un volume trop important, des nuits de sommeil trop courtes, etc., etc. Donc, il faut faire ce travail d'investigation pour vraiment comprendre la problématique. Ça me fait penser aussi, parce que du coup c'était ton introduction pour parler de ton souci de prise de poids qui te dérangeait dans ta récupération. J'avais eu le même problème quand j'avais fait ma grosse prise de masse et que j'étais monté aux alentours des 110 kg. Et je me rappelle, j'étais extrêmement fort à l'entraînement. J'étais très content parce que je mangeais beaucoup. J'avais mes pas qui étaient faits. J'étais absolument hyper confort dans mon quotidien, j'avais l'impression de bien récupérer, je dormais bien, sauf que au bout d'un moment, ça a toqué à la porte la fatigue elle arrive d'un seul coup, quoi. Et donc forcément, je commence à attaquer ce travail d'investigation. Je me dis pas que c'est ma prise de poids tout de suite. Je me dis c'est parce que je me défonce la gueule sur mes entraînements cuisses et qu'il faudrait que je fasse une semaine de déload. Je fais une semaine de déload, je récupère un petit peu, je sens que ça va mieux, mais quelques semaines plus tard, ça revient, ça refatigue, etc. Bon, je redose un petit peu mon volume, je me dis, ça m'avait fait du bien, mais c'était pas suffisant. Qu'est-ce que je pourrais investiguer ? Mon sommeil. Mon sommeil, je me rends compte que je dors bien, mais que je ronfle. Je me dis, putain, c'est bizarre, je ronfle, y a peut-être quelque chose. Déjà, ça me met la piste si je ronfle, c'est que mon sommeil n'est pas de qualité. Et j'avais ma compagne aussi à l'époque, elle me dit, mais c'est vrai que tu bouges beaucoup la nuit, et tu ronfles aussi, hein, t'es chiant, quoi. Et peut-être que ça vient de là. Et donc, j'ai essayé de traquer un peu mieux mon sommeil. J'avais pas pris de mélatonine, mais j'avais augmenté du coup mon ZMP. À la base, je prenais du ZMB avec de la vitamine B6, et je pensais que c'était lui qui me dérangeait un petit peu mon sommeil. Donc j'avais passé sur des pilules de zinc et de magnésium, donc j'avais interrogé ma supplémentation. J'avais pas vu de gros changements. Et puis après, j'avais attaqué mon cut. Mais mon cut n'était absolument pas la solution à ce problème-là. C'était juste parce que je voulais faire un cut, parce que 110 kg c'était trop. Et bizarrement, quand j'ai commencé à perdre du poids, étrangement, j'ai commencé à mieux récupérer. Pourquoi ? Parce que je mangeais moins, je dormais mieux parce que j'étais moins lourd, et donc dans la position dans laquelle j'étais pour dormir, c'était moins dérangeant parce que ça appuyait pas sur mon ventre ou ça me dérangeait pas plus que ça la nuit. Donc bizarrement, j'ai plus de ronflement. Et du coup, après, j'ai commencé à perdre du poids et après, j'ai plus de ces soucis de récupération. Et donc, la morale de ce truc-là, c'est que sans doute que c'était multifactoriel. Peut-être que c'était mon volume qui posait un peu problème, peut-être que c'était mon poids qui posait problème et donc du coup qui empiétait sur mes nuits de sommeil parce que je n'arrivais pas à dormir correctement dans une position confortable. Peut-être que c'était aussi ma digestion parce que je mangeais beaucoup et que du coup quand tu manges beaucoup, même si tu manges des aliments digestes comme le disait Denis, quand tu manges plus de 4000 calories, ça demande un effort supplémentaire aussi à ton corps de travail. Donc ça aussi cumulé.
et ben, mis bout à bout, ça a créé du coup une fatigue voilà, qui était installée. Voilà. Donc c'était aussi pour donner un peu de contexte que souvent le côté, c'est sans doute ça, c'est pas toujours que ça peut être plusieurs choses. Tu as ouvert une piste intéressante, c'est qu'au final, tu n'avais pas réussi à identifier ce qui posait problème, et c'est indirectement, tu sais, quand tu as démarré quelque chose, donc ton cut, que tu t'es rendu compte, ok, mais en fait, putain, c'est mon poids, tu vois, qui posait problème, etc. En fait, ce qui m'a vraiment marqué, et je crois qu'on avait parlé à ce moment-là, c'était de sentir plus léger au niveau de l'estomac. Même si on mangeait des choses qui étaient bonnes en termes de digestion, le fait de moins manger, tout de suite ça fait du bien à ton estomac. C'est-à-dire que au lieu, je parlais crûment, mais au lieu d'aller aux toilettes 2-3 fois, tu y allais qu'une fois, par exemple. Et ça, mine de rien, c'est des indicateurs factuels pour dire que quand tu y allais 3 fois, c'est parce que aussi tu faisais surtravailler ton système digestif, ton corps, quoi. Donc voilà, ça peut être un indicateur. Et l'autre point que je voulais soulever aussi par rapport à ça, c'est surtout que, ok, j'ai identifié, mais après coup, que ça pouvait être le poids, donc la digestion, etc., mais que je m'en suis pas non plus tordu l'esprit, quoi. J'étais pas là à me dire, ah putain, je suis foutu, tant pis, j'arrête de traquer tout ce que je dois traquer et je m'en fous, je verrai bien où ça me mène. Non, j'ai juste continué d'investiguer parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque problème, il y a des raisons, une ou des raisons, et du coup j'ai continué d'investiguer, c'était la prise de poids, mais je me suis pas entêté à me dire c'est pas grave, je m'en fous, non. J'ai continué à trouver des solutions. Bon, par chance, je suis tombé sur le cut à ce moment-là, mais je suis sûr que si j'avais continué mon investigation, j'aurais trouvé sans doute après la piste de l'alimentation. Ouais, mais c'est pas... Je veux dire, le chemin que tu aurais dû faire pour trouver, il aurait été vachement contre-intuitif et tu vois, t'aurais... Donc, parce qu'en fait, là, tu as soulevé donc un point intéressant. Et en fait, l'être humain s'adapte à tout. C'est ça le truc. Et en fait, il faut faire très attention parce que quand tu as des variations comme ça dans tes niveaux d'énergie, ou même ça peut être des douleurs, des choses comme ça, en fait, naturellement, l'être humain s'adapte très rapidement. Et ça peut très très vite devenir ton nouveau normal. Tu vois ce que je veux dire ? Combien de personnes on connaît, genre les mecs, ils vont à la salle depuis je sais pas combien de temps, et à chaque fois, tu vois, il vient, il fait son développé couché, et il est là, il grimace, il se prend les épaules comme ça, il fait ah. Et puis tu lui dis, mec, t'as mal à l'épaule, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, ah, mais ça, tout le temps. Et en fait, genre, le tout le temps, genre, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Et en fait, le mec, il s'y est habitué. Ouais, il s'est conformisé à être dans cette attitude. Et ça, c'est devenu son nouveau normal. Et en fait, limite pour lui, ça lui semblerait anormal de ne plus avoir mal, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention, parce que cette phase de questionnement que tu peux avoir sur toi-même, sur le fait de trouver ce qui va pas, en fait, il faut quand même que tu sois bon, mec. Il faut quand même que tu sois bon, il faut quand même que tu aies des données pour trouver, ou que tu sois suivi par un coach qui peut très très vite t'aider à identifier, etc. Parce qu'en fait, sinon, tu peux très très vite t'habituer à ça. Et ça, en fait, on le retrouve dans tous les comportements humain, j'ai envie de dire. Moi, combien de personnes j'ai en diète, ou j'ai eu en diète, qui, avant le suivi, mangeaient plus ou moins bien. Mais quand même, pour les personnes, je veux dire, pour les personnes qui ont tendance à manger assez mal, j'en ai eu beaucoup, honnêtement, et d'ailleurs, elles ne s'en rendaient pas forcément compte. Ça, c'est assez intéressant. Et en fait, lors de l'appel, alors, est-ce que c'était volontaire ou non, mais très peu, par exemple, m'ont fait relever des problèmes de digestion. Et par contre, après 2, 3, 4 semaines de diète, en fait, là, elles m'ont commencé à me faire relever des améliorations du côté de la digestion. Et de l'état de santé. Pour les femmes, en général, c'était beaucoup dans l'état de la peau, ce genre de choses, tu vois. Et... pourquoi elles le remarquent ? Parce qu'en fait, leur situation normale à elles, c'était du coup de subir, tu sais, tout ça. Par exemple, le fait d'avoir une mauvaise peau, des boutons, des problèmes digestifs, machin et tout. Et tu vois, genre, aujourd'hui, je trouve ça
ouf. Par exemple, sur les réseaux, il y a des mecs qui en rigolent quand ils disent « Oh putain mec, je vais chier 10 fois par jour, je casse le chiotte, j'ai tout le temps la chiasse. » C'est la PDM. C'est ça, c'est la PDM. C'est normal, faut passer par là. Non mais c'est vrai. Mec, je vais te le dire, hein, si quand tu pètes, t'as peur que ça te coule le long de la jambe, il y a un problème. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Non mais... Non, c'est l'autre, c'est l'autre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah bien. Parce que du coup, j'ai mis un bip aussi pour me censurer quand je dis des dingueries. J'ai pas été assez vif. Non, mais c'est vrai. Mec, genre, il y a des trucs... tu te rends bien compte toi-même que c'est pas normal. Et l'être humain a toujours tendance, en fait, à très très vite normaliser des choses qui ne vont pas. Ouais. C'est comme, genre, parle avec un mec qui se charge la gueule. Tu vois, genre, parle un peu avec lui, mais genre, je veux dire, bien, il y en a qui sont assez ouverts, et en fait, il va très très vite te dire que pour lui, c'est une situation tout à fait normale de tous les matins se trouer le fiac avec une seringue, comme si son cul c'était du gruyère. Et, tu vois, le mec va trouver ça complètement normal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'y est habitué. Et il y a plein de trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut être vachement vigilant, c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention à tout ça et essayer d'identifier les choses, parce qu'en fait, surtout sur des choses que tu n'accuserais jamais entre guillemets de poser problème, parce que tu peux très très vite te retrouver dans une situation où ça devient ta norme. Et après, il y a vraiment que, tu vois, on va prendre un truc tout con, mais genre le mec qui a tendance à faire un surdosage en vitamines, en fait, le jour où il va se rendre compte, la plupart du temps, c'est quand il va arriver à court de vitamines. Et que genre limite, il va plus avoir assez de thunes pour en racheter. Il va devoir faire un choix. Mec, c'est soit ma whey, soit ma créatine, soit mes vitamines. Là, tu peux être sûr, les vitamines, elles vont dégager. Parce que, ouais, c'est important, mais la whey, quand même, il faut mon petit shaker après l'entraînement, elle fait naître anabolique, tu vois. Donc, ouais, il y a des trucs... tu t'en rends vraiment compte en fait à partir du moment où tu es dans une situation où t'as pas le choix de l'arrêter. C'est comme tu vois, genre le mec qui commence à avoir un body fat trop élevé et qui, je sais pas, elle se rend compte que ses marqueurs de santé commencent à plus être bons, parce que en vrai, et on va pas se mentir, hein, la plupart des mecs qui font des prises de masse dégueulasses, des dirty bulk, les gars, n'allez pas faire une prise de sang parce que vous allez peut-être vous chier dessus un peu quand même. Hein. Il faut voir la corrélation qu'il y a entre un body fat trop important et du coup des mauvais marqueurs de santé. Et ce qui est trop drôle, c'est que dans toutes les études sur ça, la perte de poids a toujours entraîné une amélioration des marqueurs de santé. Et du coup, tu vois, genre, ils font un déclic sinon comme ça, tu vois, genre, le truc de dire, putain, mec, ma glycémie elle commence à être un peu haute, ou putain, j'ai 18 ans et je commence à avoir un taux de triglycérides qui est un peu trop important, tu vois. Et tu te dis, mais mec, je suis sportif quand même, je suis sportif, attends, et je fais 2 casse-têtes par jour, mais je vais 5 fois à la salle par semaine. 5 fois à la salle par semaine. Et putain, attends, non, et ma prise de masse, je la fais avec des BN et du brownie. Oh, normal. Jay Cutler, il faisait comme ça aussi, tu vois. Et tu peux très très vite tomber dans un déni extrêmement puissant qui va faire que tu vas vraiment avoir énormément de mal à te sortir de cette situation. Ouais, c'est très très bien ce que tu as dit là, le fait de ne rends pas en fait ta norme dans cet état. En fait, c'est quelque part aussi une question d'éducation. Je pense que le côté faire attention à ses aliments, faire attention aussi à sa dépense, faire attention aussi à sa récupération, c'est des choses que on apprend peut-être tôt et que quand on a un petit peu de liberté, on va peut-être négliger. Et après, ce partage de la négligence, ça va aussi après aller avec les soucis qui vont avec. Donc c'est vrai que quand tu commences à avoir la diarrhée tous les matins, quand tu commences à avoir le souffle court quand tu as fait juste 300 mètres, et que pour toi ça c'est normal, et que en fait, tu es obligé de prendre rendez-vous avec ton médecin pour lui parler de ta diarrhée, mais que avant d'aller voir ton médecin, tu t'es pas posé la seule question du est-ce que ça serait pas les 800 grammes de choc à pic que tu t'envoies tous les jours, voilà, prends le problème dans le bon sens. Déjà, tu sais déjà que tu peux regarder ce que tu fais au quotidien.
ton alimentation, tout ce qu'on a dit, etc. Avant d'aller tout de suite vers un professionnel de santé qui, lui, ne te donnera pas forcément toujours la réponse non plus. Parce qu'il va certainement te guider vers des examens. Parce que toi, du coup, tu vas lui demander justement d'investiguer la partie médicale, la partie à l'intérieur de ton corps. Mais déjà, si tu t'intéresses à ce que tu fais au quotidien dans l'espace physique que tu maîtrises, parce que du coup, ce qui est à l'intérieur de notre corps, on le maîtrise mais qu'indirectement. Mais si tu peux déjà maîtriser ce que tu touches, ce que tu peux faire et ce que tu peux manger, par exemple, ben, ça va grandement t'aider. Mais il y a plein de trucs comme ça. Souvent, en fait, ce qui est trop drôle, c'est que c'est souvent, en fait, tes proches, tu vois, qui te le font remarquer que c'est pas normal, tu vois. Genre, mec, c'est quand t'as la chiasse, c'est ta copine qui te le fait remarquer. Tu sais, parce qu'elle en a marre que t'en foutes partout sur la cuvette. Du coup, tu sais, au bout d'un moment, c'est elle qui prend le rendez-vous à ta place. Et moi, ça me fait penser, quand j'ai commencé la muscu, Rémi, je sais pas si tu te souviens, je devais avoir genre 14-15 ans, c'est quand je commençais à faire attention à ma diète et tout, à peser un peu ce que je mangeais. Et en fait, sur tous les bodybuilders, mec, ils tournaient à l'avoine. Ouais. C'était avoine. Et du coup, moi, qu'est-ce que je faisais ? Avoine. Exactement. Et le truc, c'est que je suis passé de 0 g d'avoine à genre peut-être 300 par jour, tu vois. Et sous différentes formes, mais j'en avais dans mon petit-déj, j'en avais dans mes galettes en collation. À cette époque-là, j'étais pas encore externe au self, donc en fait je m'en faisais aussi pour compléter mes repas du midi. Et souvent, par exemple, s'il m'en restait, je les mangeais le soir en préparant les autres du lendemain. Tu vois, genre, je mangeais vraiment beaucoup d'avoine. Et je me souviens, genre mec, j'avais mal au bide, mais de ouf. Et en fait, à cette époque-là, tu sais, quand t'as un problème, tu vois, t'es un peu jeune, t'en parles à ta daronne, tu vois, genre, maman, j'ai mal au bide, tu vois. Et je me souviens, il y avait le gros daron qui était là, et il me disait, mais c'est tout l'avoine que tu bouffes là, il te donnait ça aux cheveux, normalement, ça les fait péter, tu m'étonnes que t'as mal au bide. Et il m'avait dit ça, tu vois. Et toi, tu étais là, bah non, moi je disais, super bon, les body ils en mangent. C'est ça. Et en plus, mec, ce que je faisais, genre, je mettais de la noix de coco râpée sur mes trucs. Ah, je sais pas, péter de la coco. Je sais pas si tu te souviens, mais ça c'est pareil, niveau digestion, c'est assez compliqué, tu vois. Et moi j'étais là en mode, c'est bon, j'étais devenu un healthy guy, tu vois, genre je me faisais des pancakes, je me préparais à manger, je pesais mes aliments, mec. Je faisais comme les bodybuilders qui, pour moi, à l'époque, le bodybuilder, tu vois, c'était un peu, le mec était musclé, il mangeait bien, il mangeait des légumes, c'était un peu le summum de la santé, tu vois, genre, tu vois un mec ultra musclé, bon, bien sûr, j'étais un peu naïf aussi sur les stéroïdes, etc. à cette époque, mais pour moi, c'était un peu le mec qui était le plus en santé, tu vois. Et moi, c'est bon, j'étais devenu un healthy guy, j'allais à la salle, machin et tout, tu vois. Je faisais du sport, et je me souviens, j'arrive chez le docteur, dédicace au docteur, il écoute pas le podcast, mais dédicace quand même. Et genre, en fait, je me souviens, ma daronne, elle m'a tout de suite... parce que, tu sais, c'était le rendez-vous, et j'étais quand même encore jeune, donc, tu sais, tu vas au rendez-vous avec ta daronne, et tu sais, toi, t'oses pas trop, et du coup, c'est ta daronne qui dit les trucs pour toi. Ouais, bah, il a mal au bide, machin et tout. Et puis tout de suite, elle m'a enchaîné. Il mange beaucoup d'avoine, machin et tout. Je me souviens, le docteur, il avait pris son poing comme ça, là, et puis il faisait... tu sais, il tapait comme ça sur mon bide. Et il m'a dit, hey mec, faut que tu pètes un coup, quoi. Il y a plein de gaz là-dedans et tout, tu m'étonnes que t'as mal au bide, machin. Et puis après, bah, ma mère a dit, ouais, bah, c'est l'avoine. Et en fait, c'est le docteur qui m'avait dit, bah, stop l'avoine et quelques jours et vois si ça s'améliore. Parce qu'il avait compris que j'étais un peu borné par rapport à ça. Et toi, quand t'es jeune, t'es un petit con, t'écoutes pas ta daronne. Et du coup, par contre, j'ai écouté le docteur. Mec, j'ai arrêté l'avoine. Tout de suite, j'étais là, oh ouais, trop bien. Je me sentais trop bien, j'avais plus de problème, tu vois. Genre, mon problème était réglé. Bah, le disclaimer, c'est quand même de dire quand même que l'avoine, c'est bon, mais ne faites pas un 300 grammes d'un seul coup dans vos journées. Mais bien évidemment que l'avoine, si vous aimez ça, consommez-en. C'est juste le degré, enfin non, c'est le volume, non, c'est la quantité, voilà, je vais y arriver, que vous allez ingérer qui va plus ou moins causer des soucis chez certaines personnes. Après, il faut bien comprendre quelque chose, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, les gars, je vous dis, je mange 300 grammes d'avoine
je les ai en un repas, mais parce que c'est pas comparable. À l'époque, mec, j'ai 15 piges, je fais moins de 60 kilos, tu vois, je fais 58, 59 kilos. Je me mets tout de suite, je fais, comme dit Rémi, je fais un 0 à 300 grammes. Et puis en plus, ça se trouve, il y en avait plus que ça, parce que le but pour moi, c'était vraiment de manger, tu vois, le plus possible d'avoine, parce que c'était ça qui faisait aussi les body. Parce que pour moi, c'était devenu un peu l'aliment sain ultime dans ma tête. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Les gars, j'étais con, il n'y avait pas beaucoup d'infos, machin. Et puis on n'est pas là pour ça. Mais tout ça pour dire que je m'étais persuadé que, tu vois, que ce comportement était quelque chose de bien et que ça pouvait pas être ça qui me pouvait me nuire, tu vois. Et au final, c'était ça. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et puis, bon, heureusement, je m'étais pas habitué à cette nouvelle norme, entre guillemets, mais je l'ai quand même subi pendant un moment avant que ça devienne problématique. Et avant que, tu vois, c'est même notre daronne qui avait dit, ouais, mec, il y a un problème, tu vois, genre, tu te tords de douleur, t'as mal au bide, machin et tout. Et puis, en plus, voilà, quoi, genre, au bout d'un moment, je faisais que péter, tu vois, je disais, non, c'est ma chaise. Ah, mon cul, quoi. Je demandais à Rémi de tousser pour cacher les bruits. Mais il y a un moment, tu te fais déglinguer par la daronne, quoi. Bah oui, ça me fait penser aussi à toutes les personnes qui prennent une whey et qui la pètent, quoi. Tu sais, c'est le prout de la whey, ça les défonce au niveau du ventre. Mais voilà, ils ont leur petite whey, ils ont leur quota de protéines, mais alors bordel, ils passent un mauvais, pas quart d'heure, mais 3 mauvaises heures juste après avoir pris leur whey. Bah, c'est sans doute que ça vient de la whey, c'est pas autre chose. Là, il y a quand même un lien assez simple, c'est si vous prenez la whey et que juste après vous avez mal au ventre, ou dans les heures qui suivent vous avez mal au ventre, que vous lâchez des grosses bastos, bah, c'est sans doute que c'est pas autre chose que ça. Donc ne vous bornez pas à prendre votre whey, ou du moins une whey qui est celle que vous prenez, mais peut-être tester une autre whey avec une autre source de protéines, et après voyez si ça fait toujours le même effet. Non mais ça, il y a plein de trucs, parce que pour les compléments alimentaires, combien il y a de mecs, genre, et combien de messages j'ai reçus sur mes vidéos aussi sur la créatine, genre, combien de messages j'ai reçus de mecs, ouais, la créatine c'est de la merde, le seul truc que ça m'a foutu c'est la chiasse. Ouais, bah si t'as fait un dosage, si t'as pas fait de montée, exactement, ouais. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui est trop drôle, c'est que la créatine, la question qui revient le plus souvent, c'est phase de charge ou pas phase de charge. Donc en gros, tu sais, c'est est-ce que tu dois prendre une méga dose de créatine pour saturer assez vite du coup tes stocks, ou est-ce que du coup tu dois commencer avec 3-5 grammes et en fait, genre les mecs, quand ils me posent la question, je leur réponds, bah mec, en fait, moi je te dirais de commencer progressivement, genre tu prends 1 gramme, 2 grammes, et tu vois, tu augmentes jusqu'à genre 5 grammes. Alors bien sûr, sois pas con, tu sais, genre si le mec il fait 60 kilos, il a peut-être pas besoin de 5 grammes, tu vois. Si le mec il fait 120 kilos, bon, il a peut-être plus besoin de 5 grammes par jour. Bref, tout ça pour dire que, en gros, tu vois, genre eux, ils arrivent, ils ont un choix, c'est soit phase de charge, soit directement 5 grammes, tu vois. Et moi je leur dis, mec, tu prends 1 gramme. Alors déjà dans leur cerveau, ça fait... Tu sais, j'y vois le point d'interrogation qui arrive. Puis après, je rajoute un petit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. et du coup, les mecs, bon, je sais que, tu sais, ils me disent oui, mais je sais pas s'ils le font, tu vois. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que, mec, quand tu passes de genre une quantité infime à un dosage énorme, bah tout de suite forcément t'as des problèmes. Et on le disait tout à l'heure, tu vois, c'est comme Rémi avec son Berocca qui lui faisait pisser multicolore. C'est normal, genre si tu vois l'arc-en-ciel qui sort de ta bite parce que t'as eu un surdosage de vitamines. J'ai oublié. Non, c'est lui. J'ai raté. Trop tard. Non mais voilà, c'est parce que c'est normal. En fait, c'est la conséquence, je veux dire, minimale du surdosage en vitamines hydrosolubles. Mais c'est sûr que la créatine, mec, si tu tapes un surdosage, bah, une des conséquences, ça peut être la chiasse parce que tu en as pris trop d'un coup. Et genre juste, vas-y progressivement, augmente progressivement, et tout sera mieux. Mais il me semble qu'on avait fait un podcast sur les compléments alimentaires. Oui, moi j'avais parlé de l'ashwagandha. Ouais, et puis même, en fait, j'avais même dit que du coup, l'idéal, si tu voulais vraiment bien pouvoir assimiler tes compléments, etc., c'est qu'en gros, presque tes gélules, il faut les croquer, tu vois, ou alors verser la poudre, tu vois, sur ta langue, que ça passe pas mal de temps dans ta bouche,
avant du coup que ça descende, parce que c'est ça aussi le problème des gélules, c'est que mec, ça arrive directement en fait dans le gosier, tu vois. Donc potentiellement ça saute aussi quelques étapes qui peuvent favoriser la digestion et l'assimilation. Et du coup, bah ouais, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problématiques à cause de ça. Et je sais plus pourquoi on a été arrivé de la créatine. Ouais. On a été parlé, j'étais arrivé de la créatine. Je sais plus pourquoi on est arrivé là. Bah, par rapport aux soucis de diarrhée encore, hein, parce que on est sur un thème prout, caca, pipi. C'est bon Rémi, on a les mots-clés du podcast. Parfait. Non mais voilà, pour recentrer du coup, c'était voilà, on va revenir sur ça, pour dire que en fait parfois tu as des comportements qui nuisent à ta progression alors que pour toi ce n'est pas le cas. Et tu peux très très vite t'habituer à ça. Et tu vois, j'avais même une question, enfin une discussion avec un de mes suivis par rapport, tu sais, aux douleurs. Et au fait que indirectement, quand tu commences à faire de la muscu, tu sais, tu commences un peu à t'intéresser à la bioméca, au fonctionnement des muscles, à l'anatomie de manière générale, etc. En fait, quand quelqu'un arrive à côté de toi et commence à te dire « j'ai mal là, j'ai mal ici, j'ai mal quand je fais ça », en fait, indirectement, tu commences à lui faire un diagnostic, tu vois. Tu commences à lui faire un diagnostic. Et ça, il y a plein de trucs comme ça où je sais que j'ai fait des autodiagnostics pendant très longtemps sur des douleurs à moi qui étaient des diagnostics complètement foireux. Mais genre, mec, je suis là, oh, attends, j'ai des connaissances en anatomie, mec, je sais où est situé le triceps, donc si j'ai mal à l'épaule, je peux régler le problème, tu vois. Et on en a parlé d'ailleurs dans le podcast sur les douleurs un peu. Aujourd'hui, du coup, notamment quand j'ai eu ma douleur à l'épaule, du coup j'ai eu une prise en charge qui a été faite par un professionnel, enfin par une équipe de professionnels pour du coup me permettre de revenir complètement. Et tu vois, genre aujourd'hui mon épaule droite, j'ai plus aucune douleur, alors que quand je me souviens la première fois que j'ai passé l'IRM, que j'ai fait le truc avec le médecin du sport, il m'a dit ouais, ça pue un peu du cul quoi. Il m'a dit ouais, il y a quand même de grandes chances que ton épaule elle soit un peu flinguée, les infiltrations ça t'aidera à plus sentir la douleur, mais tu vois, genre la muscu ça va être un peu compliqué. Aujourd'hui, mec, c'est bon, tu vois, je balance sans aucune infiltration, c'est surtout ouais, ça. sans aucune infiltration. Et en fait, le truc, c'est que si j'avais pas délégué tout ça, tu vois, genre, et ben en fait, je suis sûr qu'avec mes diagnostics foireux et tout, soit j'aurais pas complètement récupéré, soit j'aurais pas récupéré aussi vite, tu vois. Soit, ouais, ça se trouve, je serais encore en train de, tu vois, j'aurais même pas pu reprendre, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est ça, parce que il faut comprendre un truc, c'est que tu peux pas tout savoir. Tu peux pas tout savoir. Genre, moi j'ai eu et puis c'est ça aussi, j'ai eu des échanges ultra intéressants avec l'équipe qui m'a suivi, avec plusieurs des gars, tu vois, qui m'ont prescrit des exercices, etc. D'ailleurs, j'ai de très bons liens du coup avec eux. D'ailleurs, demain, je vais faire un contrôle comme ça de routine, un petit bilan, etc. J'ai demandé d'ailleurs par rapport tiens, dans le podcast, j'ai parlé du coup que j'avais des douleurs au cervical et du coup donc j'ai mis en place du renfo. J'ai mis en place du renfo, mais encore une fois, le renfo que j'ai mis en place, il est pas mauvais, hein. Il est très certainement mieux que ce que la plupart des gens pourraient mettre en place, mais je sais très bien que demain je vais aller le voir, je vais lui dire ok, j'ai mis ça en place pour mon renfo, est-ce que c'est bien, est-ce que t'as pas d'autres trucs à me montrer? Et lui il va très certainement déjà m'ausculter, m'examiner, faire des tests de douleurs éventuelles, me donner des exos supplémentaires que moi je ne connais pas, auxquels je n'aurais jamais pensé, travailler dans certaines positions, parce que c'est ça aussi parfois, tu vois, genre tu vas mettre ta tête comme ça, un peu en avant, un peu en arrière, un peu sur le côté, et du coup tu vas renforcer différemment. Mais mec, ça, tu peux pas le savoir. C'est pas parce que tu as ouvert un bouquin d'anatomie, c'est pas parce que tu as regardé une vidéo d'un mec en anglais sur TikTok qui te présente les courbes de résistance et qui t'a à peu près compris, enfin que tu penses avoir compris, que mec, c'est bon, tu as des connaissances et que tu peux tout faire. Et en fait, c'est ça le truc, c'est réussir en fait à comprendre aussi que tu pourras jamais avoir toutes les connaissances et que parfois il faut se faire aider aussi. Ça fait aussi partie du jeu, tu vois. Et combien de personnes, tu vois, enfin, c'est combien de personnes? C'est tous les jours, en fait. J'ai des mecs qui me disent j'ai mal là, j'ai mal ci, etc., tu vois.
si tu es dans ce cas-là, honnêtement, il y a de grandes chances que si tu me dis j'ai mal quand je fais tel exo, la première chose que je te dise, c'est potentiellement stop l'exo, vois, et si ça va pas mieux, consulte un professionnel, tu vois, qui pourra te sculpter. Parce que, moi je peux rien faire, mais avec les meilleures connaissances du monde. Et combien de personnes aussi ont fait des auto-médications foireuses pour essayer de ça. Moi je peux pas leur en vouloir à ces personnes-là justement qui. Non mais alors parfois en vrai, parfois je dis pas. Tu n'as pas toujours besoin d'aller voir un professionnel de santé en fonction de la gravité. Tu peux avoir une petite gêne, etc. Mais je veux dire, au bout d'un moment, frère, quand ça fait 6 mois que tu as mal, tout à fait, et que tu as mis des trucs en place et que ça va pas mieux, je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, faut comprendre que tu es limité, que tu peux pas tout savoir et qu'il faut que tu peux pas tout savoir. Mais même parfois, il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance de base, ne peuvent rien tester, et en fait, juste leur solution, ça va être ne rien faire, tu vois. Attendre que ça passe. Ah, mais ça c'est tout à fait vrai. Comme l'a dit Denis, en fait c'est par l'élaboration d'une stratégie de tracking par rapport à une éventuelle douleur que vous avez que vous allez pouvoir dans le temps mesurer la gravité de la blessure. Et donc je prends l'exemple de Robin, mon suivi belge, qui a une douleur au niveau de son triceps. Et en fait, on a testé l'extension en overhead, le long du corps, le coude un peu levé, etc. On a fait pareil au niveau du fléchisseur, donc au niveau des biceps. On a testé, on a vu qu'on n'avait pas de douleur, on n'avait que des douleurs sur l'extension, mais en overhead. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on ne peut pas aller plus loin, et donc il faut aller consulter. Et donc il est parti dans un parcours de santé pour justement déjà investiguer avec d'autres personnes cette douleur-là. Parce que on a mis en place des stratégies pour qu'il continue de s'entraîner, surtout pour développer ses triceps, mais on s'est bien rendu compte qu'il y avait bien un angle qui n'allait pas, et sur lequel il avait mal, et sur lequel moi j'étais limité et que je ne pouvais pas non plus le guider, et donc la meilleure chose c'était d'investiguer avec d'autres professionnels de santé. Moi je fais écho à nouveau à quelque chose que j'avais déjà présenté dans le podcast, à savoir mon syndrome fémoro-patellaire que j'avais eu au niveau du genou. Et au début, quand on débute la musculation, alors j'avais quelques années déjà de pratique, mais on pense tout savoir. On pense tout savoir. C'est-à-dire qu'on a déjà regardé ce qui se faisait sur Internet, on avait déjà regardé quelques livres, et donc, quand j'ai commencé à avoir mal au genou, je me suis dit que je pouvais moi-même régler la chose. Sauf que j'ai testé plein de choses, mais ce que j'ai fait tout simplement, c'est pas empirer, mais je n'ai pas réduit la douleur. Et j'ai attendu très longtemps avant de me décider, par ego je pense, à aller voir un professionnel de santé. Parce qu'en plus de ça, quand on demande d'aller voir un médecin, ou même avoir une écho, un scanner, une IRM, bref, un rendez-vous après avec un médecin du sport, etc., c'est très long. C'est très long. Donc si tu prends pas le problème dès le début, que tu investigues pas dès le début, et que tu es obligé après de consulter, ça va prendre beaucoup de temps. Donc j'ai envie de dire, ce qu'il faut, c'est évaluer la douleur, la gravité de la douleur, avec une échelle tout simplement de 0 à 10. 10 étant pas ou beaucoup de douleur, enfin bref, vous placez le curseur comme vous voulez. Et puis après, vous voyez au fil des semaines, avec ce que vous mettez en place, comme petit protocole par exemple, mais ne faites pas durer la chose. Et après, prenez rendez-vous rapidement, parce que ça ne sert à rien de faire traîner les choses. Et moi, j'ai pu, du coup, avoir rendez-vous avec le druide Pierre, que j'ai déjà présenté dans ce podcast, qui m'a littéralement sauvé mon genou, parce que lui avait des connaissances que je n'avais pas, et en très peu de temps, m'a réglé mon problème au niveau de mon genou. Et il me l'a surtout expliqué. Et maintenant, ça fait des années que je n'ai plus mal au genou, du moins j'ai plus cette douleur du syndrome fémoro-patellaire, alors que, au vu des examens que j'avais faits, c'était la merde. C'était la merde dans le sens où je n'allais plus pouvoir faire de la flexion de genou, je ne pourrais plus mettre lourd sur l'articulation, que j'allais avoir une arthrose prématurée, que j'allais avoir une excroissance au niveau de ma rotule, etc. Enfin bref, un truc que t'as pas envie d'entendre, quoi. Et donc forcément, quand tu rencontres après la bonne personne, ça c'est vrai que c'est peut-être le plus difficile, quand tu rencontres la bonne personne qui te dit exactement ce que tu as, qui te fait comprendre aussi comment
travailler autour ou travailler sur la blessure, parce que des fois c'est sur la blessure qu'il faut travailler, bah, ça va tout de suite mieux. Et donc bah, voilà, aujourd'hui Pierre, je le remercierai jamais assez, je continue de travailler avec lui pour tout un tas d'autres choses, pour d'autres projets, mais sans lui, aujourd'hui je pense que j'aurais un genou en carton. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, et surtout, comme tu as dit, c'est souvent par ego. Ouais. Et un autre point aussi intéressant que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui tout le monde pense tout savoir. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est grâce à un outil incroyable qui est Internet. Et genre tous ceux, tu sais, qui sont un peu de notre génération, qui ont des parents qui sont pas réellement dans la technologie. Les boomers. Ouais, enfin, tu sais, genre... moi, je sais que j'ai un petit sentiment de fierté quand, tu sais, genre, en 2 secondes, je fais un truc sur Internet, alors que les darons, tu sais, eux, ils vont devoir appeler, machin et trucs, ils vont vouloir aller en présentiel, même prendre un rendez-vous, tu vois, il faut leur appeler, alors qu'en 2 clics, tu peux le faire. Et forcément, en fait, c'est là où tu vois le décalage des générations, parce que, genre, tu prends la génération de nos parents, ils vont avoir un souci, directement, ils vont aller voir un professionnel, ils vont consulter. On va aller voir le toubib. Exactement, le toubib. Nous, enfin, pour les jeunes aujourd'hui, tu sais, la première chose, c'est mec, tu vas sur Internet, tu vois. Et là, tu commences un peu à taper ce que tu veux, et après, tu trouves des informations que tu as même un protocole. Protocole, et tu sais que si tu fais le protocole, ça va aller mieux, mec. C'est ça. Mais en fait, c'est ça le problème. Tu sais, c'est toujours Internet, c'est bien, tu as plein d'informations, c'est toujours l'interprétation des informations, le tri des informations. Et surtout, tu sais, quand ça commence à toucher à la santé, mec, combien de personnes, je pense, alors là, si on fait des stats, ça a dû arriver à plein de personnes, genre, mec, tu sens que tu as un truc un peu chelou, tu vois, genre, je sais pas, t'as mal à la couille, un truc comme ça. Merde, j'ai oublié de biper encore. Pardon. Tu vas sur Internet, tu tapes mal à la couille droite. Il faut préciser, tu vois, c'est la droite. Et puis après, tu tombes Doctissimo. Non, c'est pas ça. Et là, et mec, diagnostic cancer. Ouais. C'est surtout et là, quand tu commences à taper sur ton moteur de recherche, douleur. Donc t'écris douleur, ça va te mettre des suggestions. Et là, tu vas voir tout ce que les personnes ont pu chercher. Ouais. Et là, surtout, c'est vraiment chelou. Et tu te dis, ah ouais, il y a quand même quelqu'un qui a tapé ça, qui a eu cette douleur-là. Non, puis tu sais, genre, t'as mal à la couille, tu vois, genre, tu tapes douleur, et tu sais, genre, premier résultat, c'est douleur couille droite, tu vois, genre, pile, c'est ce que tu veux. Tu te dis, oh là, putain, on est plein dans ce cas-là, c'est bon. Et tu vois, genre, et là, tu regardes une personne sur 3, vous avez sans doute le cancer. Tu regardes, ouais, premier résultat, cancer, quand les douleurs touchent les testicules droites en premier. Et après, deuxième résultat, c'est des douleurs aux testicules, un cancer pourrait se cacher derrière tout ça. Après, tu vois, ouais, c'est que des trucs comme ça. Et là, mec, tu commences à te chier dessus. Et en fait, genre, c'est juste que, je sais pas, tu les étais coincés dans la porte ou un truc comme ça, tu vois. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et en fait, non, mec. T'as fait un diagnostic, là, tu commences à transpirer, tu vois. T'es pas bien, t'as ton rythme cardiaque qui augmente de ouf. Tu te mets à te dire, oh putain, j'ai ça et tout, je suis pas bien. Et en fait, c'est juste que, non mec, t'as un mauvais diagnostic et genre juste, je sais pas, t'avais pas grand chose, t'en as fait tout un pataquès. Et tu vois, c'est la même chose avec les douleurs musculaires. Genre, tu peux très bien te dire, ok, genre, j'ai mal à l'épaule, tu tapes, tu vas te dire, ouais bah, putain, c'est le tendinite du long biceps. Quelque chose qui est assez fréquent, mais qui au final, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Tu vois. Ça, ouais. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure de Robin, j'ai pas. Parce qu'en plus de ça, c'est pas du tout mon métier. J'ai pas posé de pathologie. J'ai juste diagnostiqué qu'il avait mal lors d'une extension au-dessus de la tête. Mais qu'il n'avait pas mal avec une extension le long du corps ou avec le coude légèrement levé, qu'il n'avait pas mal lors de la flexion du coude. Juste ça. J'ai pas posé en disant c'est une tendinite ou c'est une déchirure du chef-fond du triceps. Non. J'ai absolument pas dit ça. J'ai dit ok, on a lister les choses. T'as récolté les données. Voilà, t'as récolté les données. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Ne cherchez pas à mettre un nom sur la douleur, mais plutôt à identifier les éléments qui vous font mal. Et c'est là, je pense, le plus important. Ça, c'est important parce que c'est vrai que t'as toujours des choses à faire avant aussi de consulter. Rémi parlait des douleurs au triceps, enfin au coude. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très fréquent. Et c'est vrai que souvent les mecs qui viennent me voir en coaching, ils sont un peu tout pétés. C'est souvent le cas en vrai. On récupère des personnes qui ont des douleurs. Et du coup, bah, la première chose que tu fais, tu vois, genre tu regardes, ok,
Est-ce que si on passe les mouvements au unilatéral, donc potentiellement mieux alignés avec la direction de la force, etc., ça règle pas le problème? Bah en fait, si, ça règle le problème. Et je sais pas, peut-être 2 mois après, quand tu reprends les exos en bilatéral, tu t'aperçois que il y avait un gros défaut dans la technique et du coup, tu le corriges et après, il n'y a plus aucune douleur, tu vois. Et en fait, c'était juste là d'où venait le problème. Parfois, voilà, c'est juste des petites choses, mais il faut les comprendre, tu vois. Et parfois, tu te persuades, mec, de trucs et vraiment, tu pars pas dans la bonne direction. Et du coup, tu t'enfermes là-dedans et puis tu te dis ouais de toute façon je suis comme ça, c'est terminé, tu vois. Et puis tu t'y habitues, ça devient ta norme et puis après tu commences à enchaîner et puis c'est la descente, tu vois, genre tu commences à enchaîner de plus en plus de trucs et puis au bout d'un moment mec, genre tu peux juste plus t'entraîner, tu peux juste plus manger, du coup tu finis par arrêter, enfin et puis voilà, puis tu meurs, et puis ton chat aussi. Oh putain, mais laisse les chats tranquilles. Non, mais c'est vrai que quand tu... Ouais, moi, on l'a tous fait, je veux dire, taper sur le moteur de recherche, douleur à tel endroit, machin, et tu vois toute la liste de toutes les douleurs. Et en fait, ça te met tout de suite la maladie potentielle que tu as, quoi. Alors déjà, c'est un nom à coucher dehors, quoi. C'est je sais pas... Il y a des trucs à rallonge, tu sais. Tendinopathie, fistule droite de l'anus, un truc. Faut qu'on arrête avec. C'est le podcast du prout pipi caca. On va plus garder nos 5 étoiles sur Spotify. C'est surtout que les gens vont en avoir marre, ils vont dire mais putain, mais c'est quoi ces gamins, quoi. Oh putain, vous savez que je peux faire un truc de ouf avec la table de mixage aussi. Vas-y Rémi, essaye de parler. Il m'a coupé. Ah, je crois que je me suis peut-être coupé moi-même. Et bah tiens, ça serait le karma. Non, c'était le mien. Donc comme ça, j'aurais plus de problème pour te couper au montage. Alors moi je propose, mais Denis n'est pas d'accord, qu'on alterne sur la table de mixage. Parce qu'il dit oui, tu vas voir, ça va être compliqué, il va y avoir à régler des boutons et tout. Il a touché sur 3 boutons depuis le début. Ah ouais. Donc je veux utiliser la table de mixage, je veux utiliser les petits jingles, donc je le ferai, mec. Non mais cette fois, j'ai tout configuré. Avant, j'ai tout fait. Je dis à Rémi, bon, écoute, les premiers podcasts, c'est peut-être moi qui vais m'occuper des réglages parce que c'est moi qui vais la configurer. Et tout ce qu'il veut, ce petit enculé, c'est jouer avec les boutons. Ben oui. Mec, t'as quel âge? Je dis pas. Ça se dit pas l'âge. Est-ce que t'es prof au moins, genre? Parfois, je m'inquiète pour tes élèves. Putain. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, t'as d'autres trucs, Rémi, dont tu voulais parler ou pas? Non, sur cette thématique-là, non. Mais les points importants, c'est ça, hein, c'est que l'automédication sans vraiment des connaissances solides. Quand je dis connaissances solides, c'est quand on a travaillé dans le domaine et c'est pas juste l'expérience personnelle ou l'expérience des copains, c'est quand on a vraiment bossé sur la recherche, quand on a fait notre métier, pourquoi pas, qu'on peut commencer à mettre des noms sur des éventuelles pathologies ou même des éventuels protocoles. Ouais, mais même le message global, c'est... Vous n'êtes pas tout seul. Ouais, et puis... prends toujours du recul sur ce que tu fais. Parce que parfois, même des choses que tu penseras être bonnes pour ta santé ou ta progression ne seront pas forcément bonnes. Et ne t'enferme pas tout seul. Voilà ça. Ne t'enferme pas tout seul. Parle avec des gens, parle avec des professionnels du milieu aussi. Il y a des choses qui sont pas normales et que tu ne dois pas laisser devenir ta norme, tout simplement. C'est ça. Ne te conforme pas à avoir une norme toxique. Hein. Ce qu'il faut, c'est absolument trouver une norme dans laquelle tu te sens bien et pas que tu te fasses semblant d'être bien. De toute façon, je pense que tu sais, au fond de toi, tu auras toujours une petite voix qui te dit ouais, c'est chiant, tu vois. Genre. Quand tu as des douleurs tout le temps, genre, tu te rends bien compte que, mec, si tu as 20 piges, que tu as tout le temps mal à l'épaule tous les jours, que tu as tout le temps mal aux genoux, etc., tu te doutes bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Je veux dire, même si tu t'y habitues, il y a un moment, je veux dire... tu peux pas te permettre d'avoir plus mal que ton grand-père qui a 80 ans. C'est tu clair. vois, il y a des trucs,
même au niveau de la bouffe, tu vois, genre, je sais pas si t'as jamais d'appétit chaque jour, si tu vois, ou alors si t'as envie de BGR à chaque fin d'un repas, ou tu te doutes bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas normal. Et en plus, c'est ça en fait le truc, c'est que avec les réseaux, tu sais, ça a tendance à être normalisé maintenant. Genre, putain, tu dois finir tes assiettes à 3h du mat pour avoir tes calories, machin et tout. Et tu vois le mec, il est là, il prend une cuillère et une gorgée d'eau. Et mec, je l'ai fait moi aussi. Mais je l'ai fait quand ma diète c'était de la merde. Tu vois, genre, maintenant que ma diète c'est plus de la merde et que du coup je fais les choses bien. Et mec, mais bien sûr que je peux t'enquiler 6000 calories sans problème. Ça fait beaucoup là. Tu fais des diètes à 6000 calories? Non mais tout ça pour dire que la petite voix que t'as dans ta tête, arrêtez de normaliser elle a souvent raison. Ouais, arrêtez de normaliser des comportements et des situations de merde. Et puis surtout vraiment avec les réseaux, c'est ça le pire, c'est que ça devient vraiment une norme. Genre combien il y a de vidéos où tu vois les mecs qui, tu sais, ils sont là, j'arrive sur le bench press et tu sais, tu vois mon épaule droite et tu vois un truc qui crie, tu vois, au niveau de l'épaule droite. Mec, c'est pas normal. Et le pire, tu vois, c'est que la vidéo fait des millions de vues, tu regardes les commentaires, le nombre de personnes qui se reconnaissent là-dedans, c'est affolant, tu vois. C'est affolant. Tu fais... Je me souviens quand j'avais commencé à parler de la digestion un peu à l'époque, au tout début sur TikTok, je me souviens que les mecs, genre, quand je disais... si tu vas chier 18 fois par jour et que ton shot ressemble à ça, tu vois, que j'ai mis un shot explosé, et genre, il y a tous les mecs qui étaient là, ça les faisait rire. Ça les faisait rire, ils se reconnaissaient, tu sais, ils taguaient leurs potes. Toi, hier, tu te souviens, tu vois. Mec, putain, c'est pas normal. C'est pas normal. Prenez soin de vos chiottes, s'il vous plaît. Ouais, non, mais je veux dire, ne vous enfermez pas dans les comportements de merde, et surtout, n'acceptez pas que cette merde devienne votre quotidien. T'imagines, mec, mais est-ce que... Mais putain, mais imagine ta vie qui pendant 40 ans, t'imagines, pendant 40 ans, vieux, tu vas 10 fois aux chiottes. T'imagines, t'as passé limite plus de temps aux chiottes qu'à t'entraîner. C'est ça ta pratique de la muscu? Non mais sérieux? C'est ça ta pratique de la muscu, vieux? C'est passer ton temps sur le trône plus qu'à pousser... Non mais il y a un moment... Tu pousses dans tous les sens en fait. Ouais, mais il y a un moment, genre... mec, c'est quoi ta séance préférée? C'est quand je vais sur le trône. Tu sais, le mec, il arrive avec ses bandes de tirage. Non mais sérieux. Je veux dire, il y a un moment... Remettez-vous en question. Ne prenez pas des décisions de merde. Ne vous enfermez pas dans des décisions de merde. Et puis, même si tous vos potes vous disent « Mais si, c'est normal », essaye d'être la petite lueur au milieu de cette obscurité qui dit « Les gars, c'est peut-être pas normal que ça soit comme ça, tu vois. » En tout cas, promis, prochain podcast, on parle pas de caca. Non, mais c'est comme... putain, je commence à être lancé. Ouh là 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 là. On va mettre un jingle à l'air sauce piquante. C'est comme les putains de pré-workout. Les putains de pré-workout. Denis se réveille. Non mais sérieux. Non mais on faut... Les mecs, là, quand ils commencent à dire « Ouais, bah voilà, au début, je prenais 1 scoop, 2 scoops, 3 scoops. Après, j'ai fait des mélanges. Il y a une scoop pour papa, une scoop pour maman. Après, du coup, je mettais un peu de Red Bull avec. Oh, puis à la fin, je prenais un pot, je versais ma Red Bull dedans, et puis je buvais ça. Oh ouais, j'aime bien, je sens que ça me pète au crâne. Mec, tu penses que c'est normal, ça? Tu penses que c'est normal de devoir se prendre la moitié d'un truc de pré-workout? Non. Et combien de personnes le normalisent sur les réseaux que tu vas sur n'importe quelle vidéo TikTok qui parle de pré-workout, tu dis, mais vraiment n'importe laquelle. Tu vas dire, je prends ce pré-workout, il y a une armée de mecs qui vont te dire, non, lui, il pique pas assez, il est nul, il faudrait que je prenne la moitié du pot et tout. Mais putain, les gars, vous pensez que c'est normal, ça? Vous pensez que c'est... Non, mais sérieux. Et après, de temps en temps, il y en a un qui va à l'hôpital à cause de ça. Oh, tiens, il avait le cœur un peu fragile. Oui, il a fait un malaise. Et dans les commentaires, ouais, mais c'est parce qu'il se prenait pas de la bonne façon. Tu vois, ouais, mais c'est parce qu'il a pris lui, il est pas ouf, faut les prendre lui.
Et tu vois, genre, la remise en question, zéro, tu vois. Disclaimer, c'est comme l'avoine, hein, en fait. Les pré-workouts, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste l'abus, l'excès de pré-workout, d'en prendre absolument tous les jours et en grosse quantité que à chaque séance. Là, vous allez complètement vous accoutumer à ça et c'est pas du tout l'intérêt du pré-workout. Non, mais ouais, il y a plein de comportements comme ça. Puis, tu sais, de toute façon, la muscu, c'est souvent, tu sais, l'extrême. Hein. C'est ça aussi que les gens aiment et recherchent, c'est les extrêmes. Mais encore, je pense que pour la tu sais, quand on est jeune, on recherche un petit peu nos limites. C'est pour ça que des fois, on fait pas les devoirs, on se rebelle un petit peu. Et ça se trouve qu'avec les pré-workouts, c'est la même chose. C'est la recherche de ses propres limites, à savoir à quand notre corps va commencer à nous dire « Waouh, putain, là, t'es en train de faire un truc de ouf ». Ça va peut-être partir aussi de sa propre conscience, de connaître ses propres limites, tu vois, mais tu sais qu'au fond, tu fais un truc mal, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être dans la nature humaine aussi de voir jusqu'où ça peut marcher. Hein. Ouais. Je suis dépité. Mais faites attention à vous, quoi. Ouais. Genre, vous avez qu'une vie. Le but, c'est d'en profiter, mais pas de la foirer, quoi. Merde, quoi. Les gars, quand même. Podcast ASMR. Baltringue. Bon, c'était un petit podcast sympa. C'était surtout, avant tout, un test de la table de mixage et surtout garder notre rituel du jeudi tournage podcast. Dites-nous, bien sûr, en commentaire si vous avez apprécié ce nouveau format. Là, j'avais toute la place. Ouais, il y a plein de choses. On avait changé aussi nos places avec Rémi. Ouais. Et on verra, parce que là, en fait, j'ai tourné le podcast, j'ai appuyé sur Rec, mais ça se trouve... ça va pas Rec. Si, je pense que ça on a backup, de toute façon, on a les micros qui ont... Oui, voilà, j'ai prévu le coup, mais tout ça pour dire que c'était un test aussi pour voir. N'hésitez pas. Vas-y, continue. Ah, voilà, ça c'est bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. 20 minutes. Là, on m'entend que moi normalement. Voilà, tout ça pour dire que n'hésitez pas à nous dire si le son est mieux ou pas. On a gardé les micro-cravates, ce qui fait que potentiellement on a peut-être un audio qui est de moins bonne qualité que si par exemple on avait un micro réel de podcast, etc. C'est sûrement vrai ça, mais l'idée c'est aussi d'avoir des micro-cravates quand on fera du live et donc pouvoir se balader dans la salle, dans la cuisine et ne pas avoir son pied de micro là à suivre, machin. Là on aura... Tu vas pas couper ? Non, je t'ai remis plus fort. Ah oui, donc du coup voilà, ça nous permettra de naviguer comme on veut, tranquillou bilou. C'est ça. Bon, sur ce, on vous remercie pour votre écoute. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero FR Podcast. À bientôt.